Il aurait pu changer le football français pour au moins 10 ans. En mai 2017, l'AS Monaco remporte le titre de champion de France et parvient à se hisser jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. On parlait tout simplement d'une des équipes les plus excitantes d'Europe. Malheureusement, 3 mois plus tard, il ne restait plus rien. Et personne n'a vraiment su expliquer pourquoi. Alors oui, beaucoup diront simplement que Monaco est un club trading qui mise tout sur la revente de joueurs, mais la raison d'un tel exode de joueurs va beaucoup plus loin que ça. Salut à tous mes dynamiteurs, alors j'espère que vous allez bien. Si vous suivez tout ce qui se passe sur la planète foot, vous savez que cette semaine, le PSG reçoit l'AS Monaco pour les barrages de la Ligue des Champions. Pour la plupart des gens, il s'agit simplement d'un match entre deux clubs français. Mais pour ceux qui ont suivi le foot français sur ces 10 dernières années, cette rencontre peut vous raviver certains souvenirs. En effet, il y a 9 ans, l'AS Monaco avait l'équipe pour dominer la Ligue 1. L'équipe pour concurrencer le PSG année après année. L'équipe pour, pourquoi pas, ramener la France au sommet du foot européen. Bon, le gars ne sait pas doser, et vous avez compris. Et c'est pourtant le PSG qui a fini par en profiter, pas parce que forcément ils étaient plus forts que l'AS Monaco, mais surtout parce que le club du Rocher s'est tout simplement autodétruit en seulement 3 mois. Alors aujourd'hui, pendant que ces deux clubs se retrouvent en Ligue des Champions, je vais vous raconter la véritable histoire du Monaco de 2017. Pas la version officielle, la vraie, celle que personne ne vous raconte complètement. Et vous allez comprendre tout simplement pourquoi cette équipe ne pouvait pas survivre. La réponse officielle, vous la connaissez déjà. Ouais, Monaco est un club trading, il s'achète jeune, il forme, il développe et il revendent à plus fort. On connaît toute l'histoire, tu vas rien nous apprendre, mon coco. Alors oui, certes, sauf que cette explication, elle ne suffit pas. Parce que contrairement aux autres clubs de Ligue 1, il faut savoir que Monaco avait les moyens. Monaco avait pour le coup totalement les moyens de garder leur star l'été 2017. Ou au moins de se séparer que de 1 ou 2 joueurs clés sans trop impacter leur effectif. Et justement, il y avait une raison pour laquelle cette AS Monaco a revendu pas mal de bons joueurs. Alors pour le coup, je parle même pas que de l'année 2017, mais je parle plutôt des dernières années. Pourquoi l'AS Monaco revend autant? Et vous allez voir qu'il y a une bonne raison à tout ça. Une raison qui est pas souvent expliquée d'ailleurs. En tout cas, qu'on dit pas totalement à 100%. Donc je trouve ça assez bizarre. Mais on va en parler. Pour comprendre Monaco 2017, il faut remonter à 2011. À cette époque, l'AS Monaco joue en Ligue 2. Et on va pas se mentir, le club était dans la galère financièrement. Une grosse galère même. Le stade était à moitié vide, c'était un club historique mais qui était clairement en voie de disparition. Décembre 2011, Dimitri Ribolov... on va simplement l'appeler Dimitri. Dimitri, le milliardaire russe, rachète Monaco pour 1 euro symbolique. Et ouais, 1 euro. J'aurais peut-être racheté l'AS Monaco aussi. Il prend le contrôle de 66% du capital et les 33% restants appartiennent à la principauté. Et dès l'été 2013, Dimitri injecte massivement plus de 160 millions d'euros en un seul mercato. James Rodriguez pour 45 millions, Radamel Falcao pour 60 millions, Joao Moutinho pour 25 millions, Jeffrey Kondogbia pour 20 millions. Monaco devient une force immédiate de la Ligue 1 alors qu'il venait tout juste d'être promu. Et pour la première saison en Ligue 1 sous le pavillon russe, l'AS Monaco termine 2e derrière le Paris Saint-Germain, synonyme donc de qualification directe en Ligue des Champions. Mais quelque chose va se passer en 2014 qui va tout changer pour l'AS Monaco. Je vous en parlerai en détail d'ici quelques minutes, mais retenez bien ça parce que ce sera très important. Retenez juste qu'en 2014, Dimitri décide de brutalement changer de stratégie pour l'AS Monaco. Fini les Galactiques, fini l'argent facile, James Rodriguez est vendu au Real pour 75 millions d'euros, Radamel Falcao est prêté à Manchester United, Claudio Ranieri, l'entraîneur trop coûteux, viré. Et un technicien portugais de 42 ans arrive, Leonardo Jardim. Alors à ce moment-là, personne en France ne le connaît vraiment, il a entraîné au Portugal, en Grèce, mais il n'a jamais joué professionnellement. Il est entré dans le foot par la théorie, l'analyse et la tactique pure. Un vrai joueur de FM, quoi. La mission de Leonardo Jardim, elle est claire. Construire un système qui permet de valoriser des jeunes joueurs dans le but de les revendre. Donc on est dans une stratégie complètement différente des années précédentes où justement Dimitri voulait investir en masse pour directement concurrencer le PSG et maintenant on passe dans une politique clairement d'achat-revente. L'arme principale de Leonardo Jardim, en tout cas pendant l'année qui nous intéresse dans cette vidéo, donc la saison 2016-2017, ça a été le 4-4-2. Une des tactiques les plus classiques du football et pourtant son 4-4-2 n'avait rien de classique. Alors je précise, Leonardo Jardim, il n'a pas toujours joué en 4-4-2. Il a adapté plusieurs systèmes depuis qu'il est arrivé à l'AS Monaco. Il a par exemple joué en 4-1-1, en 4-3-3 ou en 4-2-3-1 selon les matchs et les saisons et aussi les joueurs qu'il avait à disposition. Mais pour la saison 2016-2017, celle qui va nous intéresser,
Ça sera du 4-4-2 pour Jardim. Et il va le perfectionner pour en faire une arme absolue. Et justement, sa tactique se base sur 4 principes. Principe numéro 1 du 4-4-2 sous Jardim, la transition offensive. Alors en phase défensive, Monaco joue en 4-4-2 compact, 2 lignes de 4 classiques, mais dès la récupération du ballon, le dispositif se transforme en 2-4-4. Les deux latéraux qu'il avait pendant cette saison, Benjamin Mendy à gauche et Djibril Sidiba à droite, montent très haut. Ils se superposent aux milieux qui sont excentrés et créent donc une saturation sur les couloirs. Pendant ce temps, les deux milieux excentrés, Thomas Lemar et Bernardo Silva, rentrent vers l'intérieur. Ils ne jouent pas collés à la ligne de touche justement pour laisser cet espace-là aux latéraux qui montent et ils créent donc un surnombre de cette façon dans l'axe. Résultat, Monaco libère ses couloirs, comme je le dis, pour les latéraux, tout en ayant 4 joueurs dans la zone centrale pour pouvoir combiner. Avoir autant de joueurs dans l'axe, c'est surtout favoriser les combinaisons courtes pour l'AS Monaco. Et donc dans ce cas-là, l'adversaire doit choisir couvrir le couloir ou couvrir l'axe. Et malheureusement, il ne peut pas faire les deux, surtout face à cet AS Monaco. Principe numéro 2, le contre-pressing man-to-man en 1 contre 1. Parce que justement, je parlais de la phase défensive, mais dès que Monaco perd le ballon, les 4 joueurs offensifs, c'est-à-dire les 2 joueurs de côté excentrés et les 2 attaquants de pointe, ils harcèlent directement les défenseurs. C'est ce qu'on appelle un contre-pressing. Mais Jardim va beaucoup plus loin que ça. Il instrumente ses joueurs de manière à ce qu'ils puissent avoir un avantage numérique dans la zone de relance de l'adversaire afin d'espérer récupérer le ballon le plus haut possible. Si l'équipe adverse récupère le ballon dans une zone défensive, les attaquants centraux vont venir presser les défenseurs centraux. Et si l'adversaire joue sur les côtés, dans ce cas-là, c'est Lemar et Bernardo Silva, en tout cas les 2 milieux excentrés, qui vont faire le boulot de harcèlement. Le but, à travers cette tactique, c'est bien sûr de couper les passes latérales vers le milieu. Et donc, dans ce cas-là, l'adversaire n'a plus que 2 options. Soit il perd le ballon immédiatement, soit il joue long. Mais en jouant long, il y a bien sûr plus de chances que Monaco récupère le ballon. Et si Monaco récupère ce ballon, c'est dans une position haute, dangereuse, à 30 mètres du but adverse. Et quand le pressing de Monaco est passé, Monaco passe en bloc bas. Mais pas n'importe quel bloc bas, en 2-2 défensif. Les 2 défenseurs centraux couvrent la profondeur et les 2 milieux centraux qui n'étaient pas montés, donc ici Fabinho ou Bakayoko, couvrent l'espace justement pour les latéraux qui eux étaient montés. Principe numéro 3, la construction de l'AS Monaco. Quand Monaco a le ballon face à une équipe organisée, pas de précipitation. Jardim veut de la patience. Fabinho descend entre les 2 défenseurs centraux. Ça force le pressing adverse à s'adapter. Du coup, qui prend le numéro 6 qui descend en défenseur central, l'attaquant, le milieu. Enfin, ça crée une certaine confusion. Si l'attaquant adverse va presser en général Fabinho, parce que c'était lui le milieu qui redescendait, l'autre milieu, il est libre. Et si personne ne va attaquer Fabinho, Fabinho a encore plus le temps. Kamil Glik et Jemerson, les 2 défenseurs centraux, se débrouillaient aussi plus ou moins pour jouer balle au pied, même si eux avaient vraiment ce rôle de stopper. En tout cas, ils paniquaient pas. La construction, elle, partait de derrière proprement. Et en plus de ça, ils peuvent compter sur les latéraux Mendy et Sidibé qui étaient vraiment des vraies flèches et qui pouvaient tellement jouer sur la largeur du terrain. Et donc en jouant sur ces latéraux, l'équipe adverse, elle s'étire et dans ce cas-là, oui, Monaco qui attend la faille n'a plus qu'à y aller. La faille qui se résumait à être une passe verticale pour Mbappé ou pour Falcao. Alors c'est méthodique, c'est patient, mais en tout cas on reconnaît bien là la méthode Leonardo Jardim. Et enfin, principe numéro 4, les 2 attaquants qui fonctionnent sous forme de duo devant. Avant l'explosion de Mbappé, Jardim utilisait une attaque Falcao-Germain. Falcao joue en pivot, retient le ballon, très bon techniquement. Il attire les défenseurs centraux et grâce à ça il peut jouer ensuite sur Bernardo Silva ou même Thomas Lemar. Il cherche pas forcément à marquer à chaque action, en tout cas c'était pas forcément l'attaquant qui cherchait à marquer à chaque action, mais il alimente le système de l'AS Monaco. Germain lui fait plutôt des appels dans la profondeur, il étire la défense. Il finit les centres en général des 2 latéraux. Et du coup, Falcao-Germain formait un duo complémentaire. Alors, pas spectaculaire, mais c'était quand même assez complémentaire pour pouvoir fonctionner en Ligue 1 et en Ligue des Champions. C'était donc parfait pour le système de Jardim. Et donc, ce système, au global, avec les 4 principes que je vous ai montrés, il a quand même une vertu, celle de faire exploser la valeur marchande des joueurs. Bernardo Silva, par exemple, qui a été acheté 16 millions à Benfica, a ensuite été vendu 50 millions à Manchester City. Chimo Bakayoko, acheté 8 millions, a été vendu 40 millions à Chelsea. Et je parle même pas de Kylian Mbappé qui a été formé au centre et qui est aujourd'hui la plus grosse vente de l'histoire du club à 180 millions. Ce n'est clairement pas du hasard, c'est clairement de l'ingénierie tactique qui a été mise au service de la valorisation des joueurs. Jardim ne fait pas que gagner les matchs, il crée des joueurs vendables pour l'AS Monaco. Attention parce que Jardim n'est pas tout seul, il est accompagné de Luis Campos, le directeur sportif de l'AS Monaco, qui fait un boulot monstre sur les recrues. C'est lui qui va dénicher les jeunes talents. Et en fait, il y a vraiment une synergie du côté de l'AS Monaco qui est faite pour pouvoir former des joueurs et ensuite les revendre à des prix exorbitants. Mais l'AS Monaco travaille vraiment bien dans ce sens-là. Mais avant d'entrer en détail sur la saison qui nous intéresse tant du côté de l'AS Monaco, je suis obligé de faire un retour en arrière justement lors de la saison 2014-2015 parce que justement, elle va donner les fondements de cette saison 2016-2017 de l'AS Monaco.
Du coup, saison 2014-2015, première saison de Leonardo Jardim avec l'AS Monaco. Comme je l'ai dit, Monaco avait terminé deuxième derrière le PSG lors de la saison dernière en Ligue 1, donc qualification directe pour la Ligue des Champions. Lors des phases de groupe, l'AS Monaco termine premier devant Benfica, le Bayer Leverkusen et le Zénith Saint-Pétersbourg. Ensuite, en huitième de finale, l'AS Monaco tombe sur un gros Arsenal. Alors certes, c'est pas le gros Arsenal des débuts des années de Wenger, mais c'est quand même un très très gros morceau. Arsène Wenger, Alex Sanchez, Mesut Ozil, Olivier Giroud, enfin clairement on est sur du très très gros pour Monaco à ce moment-là. Mais l'avantage c'est que l'AS Monaco a terminé premier de son groupe et ils ont donc l'avantage de recevoir au match retour. Mais quand même avant ça, fallait passer un match aller. Un sacré match aller. Premier match Arsenal-Monaco devant 60 000 personnes. Le 25 février 2015, l'AS Monaco se rendait littéralement devant une forteresse. L'équipe est clairement diminuée, il manquait pas mal de cadres justement présents à l'époque de cet AS Monaco-là. Je parle de Toulalan, André Aradji. Et pourtant, dès la 38e minute, Jeffrey Kondogbia allume la cage des Gunners. 1-0 pour l'AS Monaco. Monaco marque juste avant la mi-temps, ça fait du bien aux esprits. Mais Monaco va pas s'arrêter là. Dès le retour de la mi-temps, 53e minute, contre-attaque, Anthony Martial sert Dimitar Berbatov, 2-0 pour l'AS Monaco. À la 91e minute, dans le temps additionnel, Oxlade-Chamberlain réduit le score pour Arsenal. Et enfin, la dernière seconde du match, 94e minute, Yannick Ferreira Carrasco, qui était entré en jeu il y a peu, met le but du break, le but du chaos. 3-1 pour l'AS Monaco. Monaco a gagné 3-1 à l'extérieur contre Arsenal. Match retour à Louis II, le 17 mars, Arsenal est plus remonté que jamais, mais doit marquer au moins 3 buts s'ils veulent s'en sortir. Arsenal en tout cas va s'en donner les moyens parce qu'ils vont mettre 2 buts dans cette rencontre. Giroud aura été vraiment décisif en plus. Mais au final, le match va se terminer sur ce score de 2-0, 3-3 au score cumulé, mais Monaco se qualifie par le nombre de buts inscrits à l'extérieur. Déjà, juste là, cette campagne de l'AS Monaco 2015 choque. Vraiment, même si Arsenal en vrai c'était surtout un club de choker à cette époque-là, mais quand même. Ensuite, pour les quarts de finale, l'AS Monaco tombe sur la Juventus de Turin. Malheureusement, là, ça sera pas le même son de cloche pour l'AS Monaco. Match aller en Italie, défaite 1-0 pour les Monégasques. Et ensuite, pour le match retour, malheureusement, Monaco ne va pas réussir à faire exploit. 0-0. Au final, Monaco sera fait éliminer en encaissant qu'un seul petit but sur l'ensemble des 2 matchs. Mais Leonardo Jardim, lui, retient très bien la leçon, surtout pour une première saison en Ligue des Champions. L'organisation italienne a battu l'explosivité française et visiblement, Monaco n'était pas encore prêt à se battre dans la cour des grands. Mais cette année-là, la Juve, c'était quand même une sacrée équipe. D'ailleurs, ils vont se hisser jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Donc bon. D'ailleurs, la Juve retenait très bien ce nom-là, parce qu'il va revenir lui aussi. La saison suivante, juste avant d'arriver au Monaco de 2016-2017, l'AS Monaco, elle, de 2015-2016, ne va pas faire une si grande saison que ça. Cette saison-là, Monaco termine 3e de Ligue 1 derrière le PSG et l'Olympique Lyonnais. Bon, alors dans le fond, c'est pas catastrophique, mais ça reste quand même décevant après l'épopée contre Arsenal. Et du coup, en terminant 3e de Ligue 1, là, Monaco doit passer par les barrages de Ligue des Champions, et là, ça va très mal se passer. Monaco échoue contre Valence, ils sont ensuite reversés en Europa League, et même en Europa League, Monaco ne fait pas mieux qu'une petite 3e place, synonyme donc d'élimination, dans un groupe où il y avait notamment Tottenham et Anderlecht. Sortie prématurée donc de toute compétition européenne dès la mi-saison, Monaco termine à nouveau 3e. Ce qui fait que pour la saison suivante, elle doit à nouveau passer par les barrages de Ligue des Champions. C'est clairement le purgatoire des clubs moyens et à ce moment-là, Monaco en faisait clairement partie. Mais si cette saison 2015-2016 n'a pas été bonne par rapport aux standards de l'AS Monaco, en fait elle a quand même posé les pierres d'un édifice qui sera très important. Leonardo Jardim va affiner son système, des recrues sous la houlette de Luis Campos vont arriver, Thomas Lemar va arriver de Caen pour 4 millions d'euros, Benjamin Mendy va débarquer, Bernardo Silva qui jusque-là était prêté a officiellement été acheté pour 16 millions d'euros au Benfica, et il s'est clairement imposé comme un titulaire indiscutable de cet AS Monaco. Et à côté, il y a surtout ce petit gamin qui commence à gratter du temps de jeu. 2 décembre 2015, Monaco reçoit Caen. 88e minute, un jeune joueur du centre de formation va rentrer sur le terrain. Il porte le numéro 33 et il s'agit du tout jeune Kylian Mbappé, âgé de 16 ans. En fait, à 16 ans et 11 mois, il bat carrément tous les records de précocité. Il devient le plus jeune joueur de l'histoire de Monaco à jouer un match en Ligue 1, battant le record de Thierry Henry. Ensuite, le 20 février 2016, Monaco se déplace à 3, victoire 3-1, sans mauvais jeu de mots. Temps additionnel, ce jeune Kylian Mbappé inscrit son premier but dans le championnat de France. À 17 ans et 62 jours, il devient tout simplement le plus jeune buteur de l'histoire de l'AS Monaco.
là aussi en battant le record de Thierry Henry. Cette saison-là, ce jeune Mbappé ne joue que 11 matchs en Ligue 1, quelques minutes par-ci par-là. Jardim le fait tourner avec le 19. Et d'ailleurs, Mbappé va gagner la Coupe Gambardella, la Coupe des jeunes en gros. Et il va pas la remporter de n'importe quelle des façons. Il va inscrire un doublé en finale de la Coupe Gambardella. Jardim a clairement décelé le potentiel chez ce jeune garçon et il attend le bon moment pour lui donner les clés de l'AS Monaco. Et justement, que ce soit pour Thomas Lemar, Bernardo Silva, Mendy, Mbappé, il est temps de se plonger dans la saison qui les a fait exploser de toute l'Europe. Été 2016. Avant même de penser au championnat, Monaco doit d'abord jouer sa saison lors des tours préliminaires de la Ligue des Champions. C'est à nouveau la sanction pour avoir terminé 3e. Mais bon, vous commencez à connaître l'AS Monaco. 3e tour préliminaire, fin juillet, Monaco affronte Fenerbahçe. Match aller en Turquie, défaite 2-1 pour les Monégasques. Mais au match retour, victoire 3-1, qui donne donc de qualification pour l'AS Monaco. Mais ce n'est pas tout. Monaco passe, mais pas encore en Ligue des Champions. Il reste un tour de barrage. Là, le barrage va se jouer mi-août, face à Villarreal, le sous-marin jaune espagnol qui est un des plus gros clubs de Liga. Et cette fois-ci, Monaco va pas trembler lors du match aller. Victoire 2-1 pour Monaco sur la pelouse de Villarreal. Et au match retour, Monaco va terminer le boulot avec un simple match nul. Monaco est qualifié pour la phase de poule de Ligue des Champions. Maintenant, le vrai championnat peut commencer. 12 août 2016, première journée de championnat. Tout le monde attend le Paris Saint-Germain. Quadruple champion en titre, nouveau coach, en la personne d'Unai Emery. Zlatan Ibrahimovic est parti, c'est clairement la fin d'une ère au PSG. Mais Edinson Cavani, Angel Di Maria, Marco Verratti et Thiago Silva sont encore là. Budget colossal, favori évident pour le championnat. Sauf que cette saison, il y a 2 problèmes pour le PSG. Et le premier, c'est un club du Sud, du côté de la Côte d'Azur. Non pas l'Olympique de Marseille, non pas l'AS Monaco, mais l'OGC Nice. Lucien Favre a pris les rênes de cette équipe l'été précédent. L'équipe est disciplinée, organisée, efficace. Nice reste invaincu pendant les 11 premières journées de championnat. Et ça, c'est grâce à des joueurs intéressants comme Balotelli, Alassane Plea, ou même Vincent Colliello à cette époque-là, pour ne citer que. Et je crois qu'on se rend pas compte, mais pour un club comme l'OGC Nice, enchaîner 11 matchs sans défaite, c'est énorme. Surtout quand on voit le Nice d'aujourd'hui. Deuxième problème pour les Parisiens, c'est bien évidemment du coup l'AS Monaco. Et ça va se voir dès la 3e journée. Choc au stade Louis II, l'AS Monaco reçoit le Paris Saint-Germain. Pour ce match, Leonardo Jardim va mettre les petits plats dans les grands. Il va aligner Daniel Subasic dans les buts, Andrea Radji, Camille Clédy-Merson dans l'axe, Benjamin Mendy à gauche, Djibril Sidibé, Thierry Bakayoko et Fabinho forment le double pivot, et en pointe haute, Valère Germain. D'ailleurs, Valère Germain, retenez ce nom parce que je vais souvent le mentionner dans cette vidéo. Encore un truc à retenir d'ailleurs. Durant ce match, Monaco est très entreprenant, pressing haut, de belles offensives. Score final 3-1 pour l'AS Monaco. Premier gros choc pour le PSG. Et il y a un joueur qui va très bien ressortir pendant ce match, c'est Thierry Bakayoko, justement le Parisien de cœur, qui au final se retrouve à faire le match de sa vie contre le Paris Saint-Germain. Il couvre, il récupère, il relance. Le joueur avait une note quasiment parfaite d'ailleurs à la fin du match. Et à ce moment-là, Monaco a prouvé qu'il pouvait battre le PSG. Aucun message n'était envoyé certes car c'était la 3e journée de championnat. Le PSG avait été tellement favori qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas se douter de ce qui allait arriver après. Mais ça montrait quand même que le PSG pouvait être vulnérable. Attention à la suite pour les Parisiens. Monaco continue son petit bout de chemin. Jusque-là, ils sont invaincus. Mais malheureusement, elle n'est pas la seule équipe du championnat à être invaincue. 3 semaines après sa victoire contre le PSG, Monaco affronte l'OGC Nice, l'autre équipe du championnat qui n'a jamais connu la défaite cette saison. 4 victoires et 1 match nul du côté des 2 équipes, qui se livraient d'ailleurs une bataille pour la première place à ce moment-là du championnat. Malheureusement pour les Monégasques, ce soir-là, l'OGC Nice est en feu. Nice écrase Monaco sur le score de 4-0. Alassane Plea, Balotelli ou encore Younes Belhanda vont s'exprimer pendant cette rencontre, qui sera d'ailleurs, j'ai même pas mentionné, mais un derby d'ailleurs de la Côte d'Azur. Malheureusement, le dicton le dit, un derby ça ne se joue pas, ça se gagne. Et ça les Monégasques l'ont très bien compris avec cette grosse gifle infligée par l'OGC Nice. Nice prend la tête du championnat et ne la lâche plus pendant 14 journées consécutives. 14. Les boulots de Lucien Favre étaient juste énormes. Le 6 novembre 2016, après la 9e journée, l'OGC Nice est toujours invaincu. 8 victoires, 1 nul. Champion d'automne en devenir, à ce moment-là, l'OGC Nice compte 3 points d'avance sur Monaco et le Paris Saint-Germain.
À ce moment-là, l'improbable est en train de se passer. Tout le monde se dit qu'on va vivre un remake de Leicester qui a été champion d'Angleterre la saison d'avant, justement. Nice réussit à finir champion d'automne, et Lucien Favre, l'entraîneur de Nice, est à une moitié de championnat de réaliser l'impensable. Finir champion avec l'OGC Nice. Mais pour que ça se passe, il faut que derrière, les concurrents perdent de la cadence. Et c'est pas du tout le cas de l'AS Monaco. Dès la 8e journée, le 22 octobre, Monaco va s'imposer 7-0 sur la pelouse de Metz. 7 buts pour l'AS Monaco. Thomas Lemar, Bernardo Silva, Valère Germain, ou encore même des remplaçants comme Guido Cario ou Gabriel Bosquilla ont marqué dans cette rencontre. Ensuite, 12e journée, le 26 novembre, Monaco va s'imposer 6-0 à domicile contre Nancy. Sur ce match-là, Falcao va marquer, Cario va encore marquer, Kylian Mbappé va aussi marquer lui aussi, et Fabinho va clôturer le score à la 90e minute. 14e journée de championnat, Monaco écrase ensuite Marseille sur le score de 4-0 à domicile. Gabriel Bosquilla, Guido Cario, les très bons remplaçants au final de cette année, vont marquer, et Valère Germain va faire un doublé contre l'Olympique de Marseille. Ce que je veux clairement que vous voyez à ce moment-là, c'est simplement que l'AS Monaco, c'était plus qu'un simple 11. C'était aussi des joueurs qui venaient du banc, qui étaient capables d'apporter à cette équipe-là. Une équipe qui en avait bien besoin justement parce qu'elle était engagée sur tous les fronts, Coupe de France, Ligue des Champions, Championnat. Donc c'est important que des joueurs comme Guido Cario ou encore Gabriel Bosquilla et même d'autres remplaçants comme Almami Touré apportent leur pierre à l'édifice pour pouvoir aussi aider cette équipe de l'AS Monaco. En fait, la force de cette AS Monaco à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas d'individualité qui se dégage. C'est vraiment un collectif et chaque joueur peut être le héros d'un match différent. Sur l'ensemble de la saison, Monaco aura 13 buteurs différents. Vous ne pouvez pas trouver une meilleure stat pour illustrer ces propos. Et il y a bien un joueur qui incarne cet esprit collectif, c'est Radamel Falcao. Après ses grosses blessures, ses échecs à Manchester United ou encore à Chelsea, personne ne voulait de lui. Et Monaco l'a récupéré, Jardim l'a façonné, et il l'a transformé en un des plus grands neufs de la saison. Il a accepté de diviser son salaire pour rester à l'AS Monaco, et ce geste dit clairement tout de l'ambiance qu'il y a en interne dans ce club. Un club qui bosse bien, et un club qui a vraiment envie de se racheter après l'échec de la saison précédente. Et qui a quand même aussi envie de valoriser ses joueurs. On va pas se mentir, le but de Monaco reste le bif, le bif, le bif. Et pour valoriser un effectif, quoi de mieux que la Ligue des Champions? Aïe, 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 aïe. Un B, frère. Eh, concentration. Attention, pas le gamin. Yo, la chatte, frère. Yes. C'est qui Yes. Moscou, les Verkusen et tout ça. Et justement, lors du tirage au sort de la phase de groupe, l'AS Monaco va tomber sur un groupe très homogène, avec Tottenham, le Bayer Leverkusen et le CSKA Moscou. Il n'y a pas d'épouvantail, mais c'est un groupe qui n'est pas facile non plus parce que justement, toutes les équipes ont un niveau à peu près similaire. Et pourtant, ça ne va pas empêcher Monaco de s'en sortir. Premier match le 14 septembre 2016 au Wembley Stadium à Londres devant 87 000 spectateurs. Tottenham reçoit l'AS Monaco. Alors bien évidemment, les Spurs sont favoris, mais Monaco va quand même s'imposer sur le score de 2-1. Bernardo Silva et Thomas Lemar vont être les buteurs de la rencontre du côté de l'AS Monaco. Toby Alderweireld réduira le score, mais ça sera insuffisant. Monaco sera ensuite leader du groupe dès la première journée. Et les matchs vont s'enchaîner. Deuxième journée, match nul contre Leverkusen à domicile. Troisième journée, match nul sur la pelouse du CSKA Moscou. Monaco reste premier et invaincu. Quatrième journée, Monaco s'impose 3-0 cette fois-ci contre CSKA Moscou à Louis II. Cinquième journée, Monaco cette fois s'impose à domicile contre Tottenham 2-1. Et enfin, pour la 6e journée, Monaco est donc déjà qualifié, assuré d'être premier de la poule quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que Monaco va un peu se relâcher. 3-0 défaite contre Leverkusen. C'est plus que du relâchement, mais ils s'en foutent, ils sont premiers, ils peuvent se le permettre. Début décembre alors, tirage au sort ensuite pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Et malgré la défaite, bon, Monaco finit premier, donc en étant premier, tu t'assures normalement de tomber sur un deuxième. Enfin, je sais qu'en Ligue des Champions, chaque adversaire est dur à prendre, mais bon, un deuxième, normalement, pour Monaco, t'es censé bientôt sortir. Manchester City. Manchester City de Pep Guardiola. Ça sera l'adversaire de l'AS Monaco en 8e de finale. En fait, à ce moment-là, je pense que tu te mets du côté de l'AS Monaco, t'es supporter monégasque, tu pètes un câble. T'affrontes City, l'équipe qui a le projet le plus financé de Première Ligue, et à côté de ça, en championnat, t'as ton voisin niçois là qui fait la course au titre et qui est devant toi au classement. Chose improbable. Au final, à l'issue de la trêve, Monaco est vice-champion d'automne, derrière l'OGC Nice, avec 56 buts marqués en 19 journées. Et malgré tout, ils ne sont pas premiers. Tout est en place, mais personne ne sait encore ce qui va se passer pendant cette deuxième partie de saison, qui va rentrer dans l'histoire de l'AS Monaco. Janvier 2017, reprise du championnat, fin de la trêve. Premier match de l'année pour le leader de la Ligue 1, l'OGC Nice. À la surprise générale, Nice va perdre des points à domicile contre le FC Metz.
Pour la première fois depuis 14 journées, l'OGC Nice perd sa première place. Derrière, Monaco, vainqueur de tous ses matchs, prend la tête du championnat et ne compte pas la lâcher. Mais dans tout ça, moi je vous parle de Nice, de Monaco, enfin de la bataille pour le titre, mais je crois qu'il y a un club qu'on a oublié, hein. Parce que de base, c'est pas Nice et Monaco les favoris pour le championnat. C'est un autre club, le club de la capitale, le PSG. Et bah justement, le 29 janvier, Monaco se déplace au Parc des Princes. Le PSG, eux aussi, n'ont pas cessé de gagner des points pendant que Nice et Monaco faisaient leur chemin devant. Ce qui fait que Monaco se retrouve dans une position où il ne compte que 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, qui est passé deuxième, écartant définitivement Nice de la course au titre. Et du coup, ce 29 janvier se joue un match crucial entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Le PSG peut clairement revenir à égalité et pour eux, c'est le moment ou jamais pour le faire. Les deux équipes ne vont pas se faire de cadeaux dans un match qui va s'avérer être très serré. Mais à la 80e minute, une grosse décision va changer le cours du match. Un penalty accordé au PSG, Edinson Cavani va pour le tirer, but. Ouverture du score du Paris Saint-Germain à 10 minutes du terme. Le PSG rattrape Monaco au classement et à ce moment-là, on se dit, bah comme d'hab quoi, le PSG va récupérer son titre de champion de France. Le PSG va repasser devant. Il avait juste un peu mal commencé la saison, mais au final, la logique est respectée. Mais tout ça, c'est sans connaître le mental infaillible de l'AS Monaco cette saison. 92e minute, centre de la gauche. Bernardo Silva, un des hommes en forme de la saison, et égalise pour l'AS Monaco, climatise le Parc des Princes à quelques minutes, voire même quelques secondes de la fin du match. Score final, 1 partout. Monaco tient en échec le Paris Saint-Germain. C'est peut-être le tournant psychologique de la saison. Monaco vient de prouver qu'ils ne lâcheront pas, même à Paris, même dans les dernières minutes, même sous une tension maximum. Et pourtant, à ce moment-là, on n'est même pas encore en février. Mais à ce moment-là, on va pas se mentir, la saison était tellement loin d'être finie qu'on se disait que malgré tout, le PSG avait de grandes chances de récupérer son titre en fin de saison. Entre-temps, quelque chose a changé tactiquement dans cette équipe de l'AS Monaco. Le jeune Kylian Mbappé dont je vous parlais déjà, qui tournait en rotation avec Valère Germain, a commencé petit à petit à s'imposer en tant que titulaire indiscutable dans cette équipe de l'AS Monaco. Valère Germain, qui a marqué dans des matchs décisifs comme en Ligue des Champions contre l'OM ou contre le PSG, se retrouve progressivement mis sur le banc. Il expliquera lui-même des années plus tard dans une interview à Eurosport, juste avant City, on va à Bastia, on ne joue pas très bien. Kylian entre en jeu et change la physionomie de la rencontre en 20 minutes. Dans l'avant-match de City, le coach décide de mettre Kylian et il lui a donné raison en marquant. Et là, le système de Jardim explose, littéralement. Parce que le duo Mbappé-Falcao, tactiquement, c'est une révolution pour la SM. Falcao descend toujours un peu plus pour induire les défenseurs en erreur, pour attirer les défenseurs. Et Mbappé, derrière, prend la profondeur avec sa vitesse supersonique. Il attaque l'espace dans le dos, de la vitesse pure. À ce moment-là, la grande qualité de Kylian Mbappé, c'est vraiment ça. Sa capacité à se projeter, sa vitesse. Il est tout simplement à ce moment-là le grand rookie, crack, espoir même du football mondial. Il y a trop de mots pour expliquer à ce moment-là. Et en général, l'adversaire doit souvent choisir. Soit suivre Falcao, ou alors essayer de suivre Kylian Mbappé. Et en général, les adversaires n'y arrivent pas trop. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le jeune Kylian Mbappé devient décisif toutes les 65 minutes avec l'AS Monaco. Il a tout simplement le meilleur ratio de Ligue 1. À tout juste 18 ans. Tiémoué Bakayoko le dira lui-même dans une interview. Il bosse bien à l'entraînement, il s'entend bien avec tout le monde, il ne se met pas la pression, il joue son football. Très peu de joueurs sont aussi faciles que lui sur un terrain, car il est totalement relâché. Février 2017, il inscrit son premier triplé en Ligue 1. Et dès mars 2017, le jeune Kylian Mbappé atteint la barre des 10 buts en championnat. Il finira la saison avec 15. Les gars, je sais pas si on se rend compte, mais à l'époque, parce que oui, ça va bientôt faire 10 ans, ça ne me rajeunit pas tout ça, il n'avait que 18 ans. Et à l'époque, avoir 18 ans dans le foot, contrairement à maintenant, c'était vraiment rare. Et surtout d'être aussi performant à 18 ans. Mais bon, on a tous vu le phénomène Kylian Mbappé, donc je pense que j'ai même pas besoin de faire tant de rappels que ça au final. Et le pire dans tout ça, c'est que ses stats, il les a eu en commençant d'abord remplaçant. Et il a gagné sa place au fur et à mesure de la saison. Mais en gros, voilà ce que je veux que vous reteniez. Et ça va même être crucial pour comprendre la suite. Mbappé, c'est pas la raison pour laquelle cette équipe est grande. En fait, il est la preuve que cette équipe était déjà grande avant lui. Le système Jardim a existé avant Mbappé. Il valorisait des joueurs comme Bernardo Silva, comme Thomas Lemar. Mais Mbappé l'a juste rendu ingérable pour tous les adversaires. Enfin, on y arrive, 21 février 2017. Manchester City reçoit l'AS Monaco. Sans surprise, du coup, Jardim aligne Mbappé titulaire pour la première fois en Ligue des Champions. À ses côtés, l'inévitable Radamel Falcao. City panique certes, mais la qualité, elle est là. Et malgré le pressing de l'ASM, Sterling va avoir le score pour Manchester City dès la 26e minute. Mais c'est pas pour autant que les Monégasques vont se laisser abattre parce que Falcao va égaliser 5 minutes après.
Mais à la 40e minute, juste avant la mi-temps, un moment d'histoire va se passer sous nos yeux pour rendre cette saison mémorable. Kylian Mbappé entre dans l'histoire en inscrivant le but du 2-1 qui fait passer Monaco devant City et par la même occasion devient le deuxième plus jeune joueur français de l'histoire à inscrire un but en Ligue des Champions. Juste derrière un certain Karim Benzema d'ailleurs. Mi-temps, Monaco mène 2-1 en ayant livré une excellente prestation. Mais comme vous vous doutez, le City de Guardiola ne va pas s'arrêter ici. Deuxième mi-temps, City se réveille, Guardiola ajuste et Agüero va égaliser pour les Citizens. Et dans ce match complètement fou, suite à ça, Monaco va s'offrir un penalty qui aurait permis à Monaco justement de repasser devant, mais malheureusement un penalty que Radamel Falcao va rater. À ce moment-là, le match est tellement fou, on se dit que c'est peut-être le tournant du match, mais il n'en sera rien du tout parce que Falcao va se rattraper juste après en inscrivant un but qui cette fois va donner l'avantage à l'AS Monaco. 3-2 pour Monaco à l'Etihad Stadium. On se rend pas compte, mais le match était tellement fou. Je me rappelle encore aujourd'hui, c'était un match qui s'est joué il y a pourtant presque 10 ans. Malheureusement pour Monaco, Manchester City sera beaucoup trop fort cette fois-ci. Parce qu'après ça, ils vont marquer. Pour au final donner un score de 5-3 à l'issue du match aller. À ce moment-là, tout le monde enterre l'AS Monaco. Trop naïf, City beaucoup trop fort. Et plus d'expérience aussi du côté des Citizens. Et c'est donc là qu'on donne rendez-vous le 15 mars 2017 au stade Louis II pour le match retour d'un match aller qui a été d'ailleurs très très bon à suivre. Et malgré la défaite, Jardim ne va rien changer. Jardim va réactiver le même système avec les mêmes joueurs. Et Monaco en profite justement. Monaco va se montrer très très oppressant et ils vont d'ailleurs avoir gain de cause. Parce que Kylian Mbappé va ouvrir le score. Une fois de plus, le jeune attaquant français rentre dans l'histoire de l'AS Monaco. Suite à ça, Fabinho va alourdir la marque 2-0 pour l'ASM, qui repasse devant du coup Manchester City au goal average des deux matchs. Mais vous commencez à connaître le bon vieux Guardiola. Mi-temps, certes 2-0 pour Monaco, mais City ne va pas abdiquer. Et Leroy Sané va sonner le glas de la révolte en inscrivant le but de la réduction du score. 2-1 pour Monaco, mais City repasse devant. Et enfin, à la 77e minute, Thiemo Bakayoko, d'un coup de casque, vient qualifier l'AS Monaco en inscrivant le but du 3-1. Alors concrètement, on est sur une des doubles confrontations que les gens retiendront lors de cette campagne de Ligue des Champions 2016-2017, que ce soit pour un match aller incroyable ou pour un retour héroïque. L'AS Monaco choque tout le monde et l'AS Monaco ira en quart de finale de Ligue des Champions en éliminant un des gros outsiders de cette compétition. Pour parler de ce qui va se passer ensuite, je suis obligé de faire une grosse parenthèse et de me retirer un temps de l'AS Monaco. En fait, une semaine avant le match retour entre Monaco et Manchester City, quelque chose va se passer à Barcelone qui va redessiner l'image de toute la saison de l'ASM. 8 mars 2017, le Paris Saint-Germain se déplace au Camp Nou sur la pelouse du FC Barcelone après avoir gagné 4-0 au match aller au Parc des Princes, en huitième de finale de Ligue des Champions bien sûr. Cavani avait marqué, Di Maria avait marqué, Draxler avait marqué, c'était clairement la fête et l'euphorie au Parc des Princes. 4-0 après un match aller. Dans l'histoire, toute équipe qui avait gagné sur un tel score au match aller s'était qualifiée au match retour, même si ça se joue à l'extérieur. Invincible en apparence, tout le monde voyait, mais vraiment il n'y a pas une seule personne, bon, à part peut-être les Catalans du coup, mais même eux je pense dans le fond n'y croyaient pas, personne ne voyait le PSG se faire éliminer. Sauf que l'histoire vous la connaissez au Camp Nou, le Barça mène 3-0 au bout de la 50e minute, le PSG certes va réduire le score à la 88e minute, et ensuite l'irréel va se produire. Et là, désolé supporters parisiens si vous regardez cette vidéo, mais là je suis obligé de vous rappeler les faits. Le Barça va marquer encore et encore, jusqu'à arriver au but de Sergi Roberto. Score final 6-1 pour le FC Barcelone. Le Barça se qualifie en quart de finale de la Ligue des Champions. Le PSG est éliminé et devient le premier club de l'histoire à se faire éliminer de la Ligue des Champions après avoir gagné 4-0 au match aller. C'est une honte, d'où le terme remontada d'ailleurs, qui a longtemps été médiatisé en France et qui vient justement de cette soirée-là. Encore aujourd'hui, c'est la plus grande remontée de l'histoire de la Ligue des Champions. Le PSG sort clairement la tête basse, traumatisé et très humilié suite à cette soirée. Conséquence directe avec l'AS Monaco pour le championnat de France, c'est que le PSG est dans un état
complètement catastrophique. Psychologiquement, ça ne va plus du tout, mais le PSG doit absolument sauver sa saison. Et pour ce faire, il faudra passer devant l'AS Monaco en Ligue 1. Car hormis Coupe de France, Coupe de la Ligue, le seul trophée vraiment majeur pour le PSG qui reste en ce moment, c'est la Ligue 1. Et pour une équipe qui vient de subir un traumatisme pareil, ce serait vraiment la loose de perdre le championnat qu'elle a pour habitude de gagner chaque année. Et ça fait qu'on se dirige donc vers un sprint final de championnat qui sera impitoyable. Monaco, PSG, la tension est à son maximum pour la fin de saison. Ce mano à mano entre ces deux équipes nous mène à cette première date. Monaco se retrouve face à un PSG meurtri par la remontada quelques semaines plus tôt. Jardim, de son côté, veut marquer cette année avec une coupe. Et il aligne donc son meilleur 11 possible. Pas forcément de grosses rotations, à part Valère Germain qui réintègre le 11 à la place de Falcao. Et malgré toutes les bonnes volontés de l'AS Monaco, le PSG à une image va se racheter et ils vont très vite le faire comprendre. 4e minute, ouverture du score de Draxler. Thomas Lemar va égaliser dès la 27e minute, mais malheureusement pour les Monégasques, ce PSG est beaucoup trop piqué dans son orgueil pour pouvoir leur laisser cette finale de Coupe de la Ligue. Di Maria va marquer, Cavani va marquer un doublé, score final 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Le PSG remporte la 4e Coupe de la Ligue consécutive, qui est d'ailleurs un record. Et là où beaucoup peuvent se dire que ce sera le début de la chute de l'AS Monaco, Monaco va devoir montrer une fois de plus qu'ils sont bien plus solides que ce que les gens attendent d'eux. Monaco est en quart de finale de Ligue des Champions. Le Borussia Dortmund est l'adversaire de Monaco et les reçoivent à l'aller. Sauf qu'un événement inattendu va se passer. 19h15, le bus qui escorte les joueurs du Borussia Dortmund quitte l'hôtel pour pouvoir rejoindre le stade. Sur la route, 3 explosions artisanales visent le bus. Marc Bartra, défenseur espagnol du Borussia Dortmund, est blessé par des éclats de verre. Plusieurs joueurs sont sous le choc. L'UEFA décide donc de reporter ce match de 24 heures. Le lendemain, le 12 avril, dans une atmosphère plutôt irréelle, Monaco va donc jouer son quart de finale et va pas faire de cadeau au Borussia Dortmund, malgré le trauma de la veille. Mbappé va notamment marquer, l'AS Monaco va s'imposer 3-2 sur la pelouse du Borussia Dortmund. Vitesse, percussion, sang-froid, Mbappé montre la voie à l'ASM. 19 avril, match retour. Monaco fait le boulot, Monaco fait le job, ils viennent déjà 2-1 dans la rencontre. Et à la 75e minute, Jardim fait rentrer Valère Germain. Et 22 secondes seulement après son entrée en jeu, Valère Germain met le but du break, met le but qui envoie Monaco en demi-finale de Ligue des Champions. Les gars, je vous l'avais dit, retenez le nom de Valère Germain parce qu'il va revenir. Grâce à ce but de Valère Germain, Monaco va donc disputer sa toute première demi-finale de Ligue des Champions depuis 2004. Et poupée dont j'ai même pas parlé d'ailleurs, mais c'est vrai que Monaco avait fait une finale de Ligue des Champions en 2004. Malheureusement perdu. Et si je vous l'avais dit de retenir le nom de Valère Germain, il y avait un autre nom que je vous l'avais demandé de retenir, c'était celui de la Juventus de Turin. Juventus qui sera justement l'adversaire de l'AS Monaco en demi-finale de Ligue des Champions. 2 ans plus tôt, la Juve avait éliminé l'ASM un stade plus tôt, au stade des quarts de finale. 3 mai 2017, au stade Louis II, Monaco cette fois reçoit en premier. Mais dès la 29e minute, la Juve va montrer une fois de plus que l'expérience est au-dessus de la fougue de la jeunesse. Daniel Alves centre de la droite, Higuaín reprend le centre, ouverture du score pour la Juve. 59e minute ensuite, nouveau centre, Higuaín claque un doublé, 2-0 pour la Juve. Le 9 mai ensuite, match retour au Juventus Stadium. Jardim tente un coup, Fabinho et Thomas Lemar sont laissés sur le banc, qui est un pari total. Et pour le coup, pendant 20 minutes, ça va fonctionner. Les 3 joueurs offensifs vont effectuer un pressing très haut sur la Juve et ça va fortement les déstabiliser. Monaco va créer du danger, mais la Juve, ça reste la Juve. Allegri va ajuster son système de jeu et Monaco va facilement prendre l'eau face à cette Juve qui semble imprenable. La Juve va marquer 2 buts à l'issue de ce match, mais va concéder un but de qui d'autre que le prodige Kylian Mbappé, qui va rentrer dans l'histoire une fois de plus de l'AS Monaco et de la Ligue des Champions, en devenant le plus jeune joueur de l'histoire de Ligue des Champions à marquer en demi-finale. Il met fin à près de 700 minutes d'invincibilité de la Juve, ce qui est énorme pour un gamin qui touche à peine ses 18 ans. Malheureusement, ça sera insuffisant pour Monaco, qui sera éliminé ce soir face à une grande Juve, qui là aussi du coup va aller en finale de Ligue des Champions, à croire que la Juve à chaque fois qu'ils rencontrent Monaco, ils vont en finale de LDC. Pour Monaco, cette magnifique saison va se terminer en demi-finale, mais entre-temps, faut pas se reposer parce qu'en championnat, il y a un sprint final qui les attend. Pendant toute cette épopée européenne, que ce soit contre City, Dortmund ou même la Juve, Monaco ne va pas arrêter d'engranger des points en Ligue 1. Match après match, semaine après semaine. Depuis la victoire contre le PSG le 29 janvier, Monaco n'a pratiquement plus perdu de match en championnat. Le 5 mars, lors de la 23e journée, alors que Monaco retrouve son voisin niçois, on aurait pu penser que Monaco aurait perdu par rapport au contexte du match aller.
Pas du tout. Monaco s'impose 3-0. La revanche donc du 4-0 subi en début de saison. 25e journée lors du 19 mars, Monaco va retrouver une de ses victimes préférées, le FC Metz, en s'imposant 5-0 cette fois-ci. Et lors de la 28e journée, le 15 avril, Monaco va écraser Nantes sur le score de 4-0. Je vous donne les gros scores principalement de l'AS Monaco, mais il faut savoir que c'est une équipe qui marquait beaucoup lors de cette saison historique. C'est pas pour rien qu'elle était historique d'ailleurs cette saison. Ils avaient une des meilleures attaques d'Europe. Et lors de la 30e journée, le 29 avril, Monaco va battre le Stade Malherbe de Caen sur le score de 3-0. Alors on est clairement sur un Monaco qui dicte le tempo du championnat, malgré le fait qu'il soit poursuivi par le PSG. Ne lâche pas, ne faiblit pas. Je sais pas pour vous, mais moi à ce moment-là, j'avais pas l'impression de voir une réelle fatigue du côté de l'AS Monaco. Malgré par exemple l'échec en Coupe de la Ligue, Monaco restait très efficace en championnat et ils arrivaient à mettre le bouillon à n'importe quel adversaire. Ce qui fait que le PSG suit, mais il n'arrive pas à passer devant cette équipe de l'AS Monaco. Monaco maintient l'écart, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points. Et puis vient la date du 17 mai 2017. 17 mai 2017, l'AS Monaco joue le match du titre à la maison contre Saint-Etienne. Monaco n'a besoin que d'un seul petit point pour officiellement être champion de France 2016-2017. Le stade est à guichet fermé, près de 18 000 supporters sont présents. Clairement, tout Monaco est là pour assister à ça, car ce serait historique. 19e minute, Mbappé reçoit le ballon dans le dos de la défense stéphanoise. Il met une feinte à Ruffier et ouvre le score dans une soirée qui s'annonce historique. Le stade explose, Mbappé à 18 ans est en train de réveiller tout le public de l'AS Monaco. Le match se poursuit, Saint-Etienne tente de gêner, mais Subasic veille et Monaco reste solide. Et ensuite sur la dernière action du match, à la 93e minute, Valère Germain, l'enfant de Monaco, qui était avec eux en Ligue 2 en plus, et qui est encore dû remonter avec eux en Ligue 1, qui a marqué en Ligue des Champions, va inscrire le but du titre pour l'AS Monaco à la 93e minute. Et la symbolique derrière tout ça, c'est le fait que ce soit Valère Germain qui marque. Un joueur qui a vraiment connu Monaco dans toutes ses phases lors des dernières années. Et promis, là, ce sera la dernière mention de Valère Germain. Là, ça y est, je l'avais dit que c'est un nom à retenir. Je pense que là, vous l'avez bien retenu. Vous devez avoir la tête comme ça. Un peu comme lui, d'ailleurs. Bon, c'est pas très drôle, ça se fait pas. Coup de sifflet final, Monaco est champion de France. 95 points, 107 buts marqués, 13 buteurs différents. Le 8e titre de l'histoire du club. Les joueurs se jettent les uns sur les autres. Jardim est acclamé. Le club est content. Le public est en liesse. En fait, toute la ville de Monaco est en train de vibrer à ce moment-là. Et pourtant, on les vanne souvent parce qu'il n'y a pas grand monde dans leur stade. Mais quand ils sont là, wow, faut les entendre. Et à ce moment-là, l'AS Monaco vient tout simplement de réaliser l'une des plus belles saisons de l'histoire du football moderne. Et je m'arrête même pas qu'au niveau de la France, mais même au niveau européen, je trouve. Il y a quelque chose que les stats ne capturent pas sur ce Monaco. Quelque chose d'intangible. Toute la France aimait cette équipe, pas juste les supporters du Rocher. Vraiment toute la France entière. Parce que c'était une bande de gamins en fait. Bernardo Silva 22 ans, Bakayoko 22 ans, Lemar 21 ans, Mendy 22, Mbappé 18. Des mecs qui vivaient ensemble sur le Rocher, qui mangeaient ensemble, qui jouaient à la play ensemble, qui gagnaient ensemble, sans se demander qui méritait le ballon. Subasic, le gardien croate de 32 ans, était le père de ce groupe. Il portait les jeunes à bout de bras dans les moments de doute. Glick, 29 ans, apportait la sérénité défensive, l'expérience des grands matchs que les gamins n'avaient pas encore justement. Et puis il y avait les soldats de l'ombre, Almami Touré, Guido Cario, Gabriel Bosquilla, qui ont tant apporté à cette équipe alors que c'était des joueurs de base remplaçants. En fait, ces mecs, c'était pas des stars, mais ils permettaient à Jardim de faire tourner sans perdre en qualité. C'est ça aussi le Monaco de 2017. Une profondeur de banc incroyable, construite avec presque rien. Sans oublier Radamel Falcao qui avait accepté de baisser son salaire pour pouvoir rester dans cette équipe, ce qui en dit long sur l'état d'esprit qu'il y a dans ce club. Mbappé qui passait son bac en septembre 2016 entre 2 matchs de Ligue des Champions. Il déclara plus tard qu'il avait besoin de ce diplôme pour ses projets d'après-carrière, dont celui peut-être de devenir entraîneur. À 18 ans, champion de France et demi-finaliste de Ligue des Champions, il pense déjà à l'après. Monaco 2017, c'était l'anti-PSG parfait. Pas forcément d'argent d'un état, pas de star mondiale payer des fortunes, pas de Neymar à 222 millions, juste des gamins qui jouent au foot comme on joue au foot nous-mêmes quand on était gamins. Et dans un pays où le PSG était très controversé, c'était une formule magique. Tout le monde voulait que Monaco gagne. Tout le monde voulait que les gamins battent les milliardaires. Même si quand même je trouve qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie, parce qu'on va pas se mentir, Monaco c'est pas le club le plus pauvre de Ligue 1. Hein. Mais vous avez compris le sens du message quoi. Au début l'hypothèse c'était qu'il reste à Monaco, et moi j'ai toujours dit ça. Après il y avait plusieurs événements qui sont passés, plusieurs discussions, plusieurs réunions. C'était pas ma volonté
qu'il parte à Paris, c'est vrai. Été 2017. Vadim Vassiliev, le vice-président de l'AS Monaco, annonce publiquement à RTL et RMC que Monaco n'a pas besoin d'argent et que l'objectif est de prolonger Kylian Mbappé. Monaco a même fait des promesses à Mbappé. On ne vend plus personne, on construit à partir de toi. Et seulement 2 semaines plus tard, Bernardo Silva part à Manchester City pour 50 millions. Et les ventes s'enchaînent. Bakayoko part à Chelsea pour 40 millions, Valère Germain part à l'OM pour une somme symbolique, et Kylian Mbappé lui-même finit par être prêté au Paris Saint-Germain avant d'être définitivement acheté 180 millions par le club de la capitale. L'été suivant, Thomas Lemar part à l'Atlético Madrid pour 70 millions et Fabinho rejoint Liverpool pour 50 millions. Total, 526 millions d'euros récupérés en seulement 2 étés. L'équipe qui a gagné le championnat n'existe plus. La réponse facile, c'est que c'est le foot business. Monaco, c'est un club trading. Eux, ils vivent par les ventes. En soi, ils ont juste appliqué leur modèle. Ils l'ont acheté, développé, revendu. Mais pour comprendre pourquoi Monaco ne pouvait pas garder cette équipe, il faut regarder les chiffres de la Ligue 1 en 2017. Monaco reçoit 42 millions d'euros de droits TV à l'issue de la saison 2016-2017. Et tout ça malgré son titre de champion de France. C'est moins que Lyon et l'OM qui touchent 47 millions ou que le PSG qui touche pratiquement 60 millions. Et là vous allez me dire, mais pourquoi ? Eh ben c'est parce que la répartition des droits TV ne dépend non pas seulement des résultats, mais aussi de la notoriété télévisuelle sur ces 5 dernières années. Et sur ce critère-là, Monaco, qui a longtemps été non européen jusqu'en 2013, part avec des points et des millions de retard par rapport à l'OL ou à l'OM. Mais même au-delà de ça, regardons plus large. Regardons les revenus globaux de l'AS Monaco hors transfert. On parle de 77 millions d'euros en 2015-2016 selon un rapport de l'ADN Trigé. À titre de comparaison, les revenus du PSG hors transfert sont estimés à 521 millions d'euros. Vous voyez là où je veux en venir ? Si on va maintenant sur le terrain des salaires, rien que pour comparer, je vais prendre un exemple. Bernardo Silva gagnait environ 000 euros par mois à l'ASM. Manchester City, club qu'il a rejoint, lui a potentiellement proposé près de 100 000 euros par mois, soit près de 5 fois plus. Et maintenant, quittons le terrain des salaires et revenons plutôt sur la conjoncture économique globale des clubs de Ligue 1 en 2017. Quand on regarde les contrats de droits TV de la Ligue 1 entre la période de 2016 et de 2020, on constate que ces droits TV rapportaient environ 726 millions d'euros par an, à partager entre 20 clubs, soit environ 36 millions d'euros par an en moyenne. L'argent des droits TV, pour ceux qui ne comprennent pas en fait, c'est l'argent simplement que vont payer certains diffuseurs comme Canal+ ou beIN Sport, notamment à cette époque-là en 2017, pour pouvoir diffuser le championnat de France. Du coup, ils payent cet argent-là aux instances, et les instances-là redistribuent l'argent au club de Ligue 1. Donc forcément, plus ton championnat il est hype, plus les droits TV vont coûter cher, et plus les clubs justement vont être bénéficiaires de ça. Et pour revenir à la Ligue 1, on reste donc sur ce chiffre de 726 millions d'euros par an en 2017. Et à titre de comparaison, donc pour la première ligue, le championnat anglais qui est juste à côté, on parle de 2,5 milliards de livres par an à partager là aussi entre 20 clubs. En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'un club en première ligue touche en moyenne 140 millions d'euros par an hors transfert, ce qui est 4 fois plus qu'un club français qui, comme je vous répète, touchait 36 millions d'euros par an avec les droits TV. En fait, cette différence structurelle, elle crée un véritable écart de compétitivité salariale qui est quasiment insurmontable pour les clubs de Ligue 1. Un club français moyen ne pourra tout simplement jamais s'aligner sur les mêmes propositions qu'un club anglais, ou même espagnol ou allemand qui ont des droits TV supérieurs à ceux du championnat de France. Donc forcément pour un club français, ça sera plus difficile déjà de retenir tes joueurs quand tu sais qu'à côté t'as ton voisin qui propose 4 à 5 fois plus que ton salaire que t'as en France. Et même le PSG avec l'argent du Qatar devait faire face au fair play financier. Ça c'est encore une autre galère. Donc même le PSG ne pouvait pas se permettre non plus de faire trop n'importe quoi, contrairement à ses voisins. Monaco avait un tout petit avantage dans tout ça, c'était la fiscalité monégasque. Les joueurs étrangers ne payent pas d'impôt sur le revenu à Monaco, mais même avec cet avantage de 20 à 30% selon les situations, Monaco ne pouvait pas rivaliser avec des clubs anglais qui proposaient des salaires bien plus mirobolants. Alors oui, dans tous les cas, l'économie structurelle du football français en 2007 n'aurait jamais permis à Monaco de conserver tout son effectif. D'ailleurs, même aucun club français n'aurait pu, sauf le PSG avec l'argent du Qatar. Après, il y a un mais, et un gros mais d'ailleurs. Monaco aurait pu faire l'effort simplement en vendant seulement 1 voire 2 joueurs, mais pas en vendant 3, 4, 5 joueurs clés d'un coup. D'autres clubs l'ont fait, l'Atlético a conservé Griezmann pendant des années, Dortmund a conservé Marco Reus pendant des années, Lyon a conservé Lacazette, Fekir pendant des années, et vous n'allez pas me faire croire que c'est des joueurs qui n'avaient pas d'offre chaque été. Alors pourquoi Monaco n'a pas essayé de conserver ces joueurs-là ? Pourquoi ont-ils vendu aussi vite ? 13 mai 2014, tribunal de première instance du canton de Genève, en Suisse. Le juge prononce le divorce entre... Je vais essayer d'au moins de le dire bien une fois pour la vidéo.
Dimitri est condamné à verser à son ex-épouse 4 milliards 20 millions de francs suisses, soit 3,3 milliards d'euros. La moitié exacte de sa fortune. C'est à l'époque ce qu'on appelle le divorce le plus coûteux de l'histoire. Les gars, faites attention à qui vous mariez. Sérieux, là, vraiment, moi je le dis. Dites-vous que tout va partir auprès d'Elena, que ce soit une de leurs grandes propriétés qui se trouve à Colonie, en Suisse, la garde de leur fille de 13 ans aussi. Mais au final, dans tout ça, en quoi l'AS Monaco est concerné? Eh bien, je pense que certains d'entre vous l'ont compris, mais à peu près tout. L'Observateur de Monaco, journal local, titre ceci. AS Monaco, un divorce et des questions. L'article pose directement la question, quel impact aura ce divorce sur la suite de l'AS Monaco? Parce que rappelez-vous, à ce moment-là, on est en 2014, et rappelez-vous que 1 an plus tôt, avant ce divorce-là, Dimitri l'avait enchaîné, hein. Il avait acheté Falcao, Rames, Moutinho, il avait de grands projets. Et Vadim Vasiliev, vice-président du club, est immédiatement interrogé. Il doit éteindre l'incendie médiatique et il déclare publiquement ceci. Le club a un projet qui est validé et qui n'a rien à voir avec les problèmes personnels du président. Sauf que plusieurs sources vérifiables indiquent explicitement dans l'article sur Dimitri que ce dernier limite ses investissements pour des raisons personnelles depuis 2014. Ces raisons personnelles, vous avez compris, c'est son divorce. Voilà la chaîne de causalité dont personne ne parle à propos de l'AS Monaco. Et pour le coup, le parallèle, on le voit assez bien. En 2013, Dimitri dépense 160 millions sur un seul mercato en ramenant Falcao, Rames et compagnie. Et en 2014, son divorce à 3,3 milliards d'euros lui force à revoir toute la stratégie autour de l'AS Monaco. Et c'est justement pour ça que Leonardo Jardim a été nommé, pour pouvoir valoriser un effectif de jeunes joueurs, pour pouvoir en tirer de la valeur marchande. Donc de 2015 à 2017, Jardim crée une véritable machine tactique. Elle fonctionne tellement bien qu'elle produit aujourd'hui ce qui est peut-être la meilleure équipe de l'histoire de l'AS Monaco, en tout cas dans l'histoire récente. Et ça fait qu'en été 2017, les ventes ne sont pas réellement un choix stratégique froid de l'AS Monaco, mais en vrai plus une logique mécanique et implacable suite à la situation de Dimitri Ribolovlev. Putain, je l'ai enfin bien dit. Alors oui, le foot business, ça fait du mal à Monaco, mais ce n'est pas ce qui a détruit Monaco en réalité. Monaco a été détruit par le système que Ribolovlev a été forcé de mettre en place en 2014 pour protéger ses finances personnelles pendant son divorce. Le divorce de Dimitri n'a pas tué Monaco 2007 directement, il a construit des systèmes qui les a rendus structurellement incapables de se garder eux-mêmes au moment de leur plus grosse saison. C'est ça la vraie réponse, la vérité que personne ne dit à propos de l'AS Monaco. Regardez cette photo une dernière fois. Un groupe de mecs entre 18 et 32 ans qui fêtent quelque chose qu'ils ont construit ensemble. Pas acheté, construit. Dans 3 mois, ils seront éparpillés entre Manchester, Chelsea, Liverpool, Madrid ou même Paris. Certains vont exploser au plus haut niveau. Mbappé deviendra champion du monde à 19 ans. Bernardo Silva gagnera 4 premières ligues avec City. Fabinho soulèvera la Ligue des Champions avec Liverpool. D'autres vont décevoir. Bakayoko sera un échec. Lemar ne s'imposera jamais à l'Atlético. Et Benjamin Mendy, dans tout ça, je vais pas en parler. Comme si l'alchimie de ce groupe n'était reproductible nulle part ailleurs. Monaco 2017 était un accident parfait. Construit sur une contrainte financière liée à un divorce d'un milliardaire, optimisé par un tacticien de génie qui a créé littéralement une machine à optimiser et valoriser des joueurs, habité par des gamins qui jouaient sans peur, sans calcul et sans ego, et détruit par le même système économique qui l'avait créé. Au final, Monaco, ça nous a peut-être laissé l'une des plus belles équipes de l'histoire du championnat de France lors de ces dernières années, mais ensuite, après ça, plus rien. On aura juste profité pendant 1 an. C'est donc la fin de cette vidéo, mes chers dynamiteurs. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager même, parce que vu tout le travail fourni quand même, Non, en vrai, plus sérieusement, n'hésitez pas à le faire savoir si vous avez aimé ce type de vidéo pour en avoir peut-être d'autres à l'avenir, pourquoi pas. Je prends tout type de retour, ça m'aiderait beaucoup pour la chaîne. Ah oui, en commentaire, petite question quand même. Qu'est-ce que vous aurez fait vous à la place de Dimitri? Parce que bon, j'imagine quand il avait acheté Monaco pour 1 euro, il s'attendait pas à ce qu'il soit autant dans la mouise quelques années plus tard. Mais bon,